Toujours très tendue dans l'est du Congo, Kinshasa. Les autorités congolaises et l'ONU craignent que les mutins du M23 ne lancent une offensive contre Goma, la capitale du Nord Kivu, là où les rebelles ont conquis plusieurs localités et obligé les troupes congolaises à fuir. Plusieurs médias rapportent qu'un nouveau bataillon des FARDC et des casques bleus se sont déjà déployés à Goma. Le Conseil de sécurité de l'ONU devait examiner hier la situation dans cette province voisine du Rwanda, accusée de soutenir la rébellion, tandis que se tiendra aujourd'hui à Addis Abeba une réunion interministérielle des pays de la région des Grands Lacs pour tenter de réduire la tension entre Kinshasa et Kigali. Et puis, selon l'ONU, plus de 16 500 réfugiés venant de la RDC sont entrés dans l'ouest de l'Ouganda en raison des derniers affrontements. République démocratique du Congo. La tension monte dans la région de l'Est où les forces armées régulières, les FARDC, ont été mises en déroute le week-end écoulé face aux mutins du M23 qui ont pris plusieurs localités avant de se replier vers leur base. Aux dernières nouvelles, Kinshasa allait envoyer des renforts sur le front, mais d'aucuns pensent qu'une solution militaire peut ne pas être possible. Dans ce contexte, des actes perpétrés lundi contre la communauté Tutsi dans l'est du pays a fait tirer la sonnette d'alarme par plusieurs observateurs et responsables. Un article du Pôle Institute, Institut interculturel dans la région des Grands Lacs, met en garde contre la stigmatisation ethnique au Congo. J'en ai discuté avec le directeur de la recherche à l'Institut, Aloïs Teguera. Je ne peux pas dire qu'il y a de tensions entre les communautés comme telles. Il y a eu des manipulations qui ont été organisées et qui ont mis effectivement des jeunes badauds et motards dans la rue et qui se sont attaqués spécifiquement à la communauté Tutsi. Ça s'est passé presque toute la journée jusqu'à début de l'après-midi. Et après, les forces de l'ordre qui apparemment toute la journée ne faisaient pas fait grand-chose, ils ont pu dégager la route, notamment quand les 3 ministres qui étaient venus à Goma rentraient à Kinshasa. Quand ils ont dégagé la route, tout est rentré dans l'ordre, voilà. Donc je ne dirais pas que c'est des tensions entre les communautés en tant que telles, mais clairement il y a eu manipulation par certaines autorités politiques des jeunes bateaux de la ville pour s'attaquer à la communauté Tutsi, oui. Est-ce que vous croyez que les Tutsis sont stigmatisés dans l'est de la RDC, principalement dans la zone de Goma? Exclus, oui. Stigmatisés, je n'en sais rien. Mais exclus, oui, c'est une bonne exclusion des Tutsis dans le Nord Kivu. C'est toute l'histoire de la province depuis les années 60. Donc, si tu veux, il n'y a rien de neuf là-dedans. Ce qui est un peu récurrent, c'est toujours cette manipulation politicienne pour effectivement opposer les communautés contre les autres, quoi. Compte tenu de ce qui s'est passé durant la journée du lundi, comment voyez-vous l'attitude des autorités? Je pense que les autorités, en tout cas pendant la grosse partie de la journée, se sont comportées de façon irresponsable parce que à chaque fois qu'on a levé les personnes identifiées comme Tutsis dans les véhicules, c'était les jeunes motards qui le faisaient, des jeunes désœuvrés badauds qui le faisaient, mais en même temps, il y avait la police tout autour qui ne faisait rien. Et après, c'est la même police qui, effectivement, prenait les personnes, les mettait dans les voitures et les amenait à la frontière rwandaise. Toute la journée, on avait l'impression que la police était effectivement au service des badauds plutôt que d'imposer la loi et l'ordre. On n'arrive pas vraiment à tirer les leçons du passé récent, où on a vu les personnes s'emporter les uns contre les autres avec beaucoup de pertes de vies humaines, beaucoup de dégâts, etc. Donc nous, on est en train un peu de voir appeler la responsabilité collective pour dire, écoute, rien de neuf dans ce que nous avons vu, de telles manipulations, on les a déjà vues aussi, on sait ce que ça donne. Sur le plan militaire, même le M23 ne semble pas afficher de velléité d'aller plus loin. Il réclame constamment des négociations et il semble que du côté des FARDC, cela devient de plus en plus difficile de déloger les mutins de leur position. Comment voyez-vous les prochains jours, M. Teguera? Nous aimerions à ce que quelque part, il y ait la voix de la raison qui triomphe, parce que la solution ne peut pas être une solution militaire, tout le monde le sait. Donc nous, on aurait souhaité que quelque part la voix des raisons triomphe et que les gens commencent à se parler pour trouver une issue à cette situation de crise. Aloïs Teguera du Pôle Institute. En dépit des assurances données par le M23, son avancée fulgurante ces dernières semaines fait craindre que la ville de Goma elle-même ne soit dans les objectifs du groupe rebelle. Les forces du M23 se trouveraient à une trentaine de kilomètres de la ville. Les autorités se veulent rassurantes, mais se préparent à une possible attaque, comme l'explique à la Voix de l'Amérique le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Oui, nous savons que l'intention de ces rebelles, c'est de contrôler la ville de Goma, parce que c'est la ville qui a 1 million d'habitants,
qui est en même temps le quartier général des forces des Nations Unies basé à l'est de la RDC, qui est également le chef-lieu de la province, de la région militaire. Et donc pour eux, la défense sur Goma serait une grande opportunité. Mais la République est en train de préparer ces éléments pour que d'abord on puisse réoccuper tous les espaces qui jadis ont été abandonnés par nos forces armées et bien évidemment la ville de Goma les mettre à l'abri de toute tentative d'occupation par les forces rebelles. Nous savons que pour eux l'intention c'est de défier le gouvernement. Donc à l'heure qu'il est, le gouvernement se prépare à toutes ces éventualités et rassure l'opinion que ces forces sont déjà engagées pour se faire, pour que la République ne puisse pas perdre un seul centimètre de son territoire. La situation actuelle dans le Nord Kivu a entraîné des tensions à Goma. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a 24 heures, les conducteurs de motos ont fait une marche jusqu'à la frontière avec le Rwanda. Selon leurs déclarations, ils voulaient s'en prendre aux pays voisins au regard de tous les rapports des Nations Unies et de beaucoup d'experts. Nous les avons sensibilisés, nous avons fait un message de paix pour dire qu'on ne doit pas commencer à s'en prendre à des personnes ou à des États, que les États sont en train de voir amorcer des procédures auprès des Nations Unies pour que, à la suite de ces rapports des experts, bien évidemment, d'autres mesures suivent. Nous avons sensibilisé toutes les communautés du Nord Kivu pour qu'elles continuent à vivre en paix et qu'elles ne puissent pas stigmatiser les uns et les autres, notamment les communautés Tutsi, et que donc la population ne doit pas céder dans un piège qui lui est tendu pour des gens qui voudraient transformer une guerre qu'ils mènent à une guerre interethnique. Julien Paluku, le gouverneur du Nord Kivu, au micro de Nicolas Pinault. Mbombo, journaliste citoyenne à Kananga. Chez nous aujourd'hui, sur la ville, on peut remarquer dès lors l'arrêt non justifié des travaux des 5 chantiers qui consistaient à réhabiliter la voirie urbaine. Les grands boulevards que compte la ville de Kananga a été détruit. Alors pendant cette saison sèche, une poussière vraiment ardente, la population ne sait pas circuler, les marchandises sont impitées et selon les analystes, cette poussière cause des maladies, cause des microbes à la population. Je m'appelle Miou Guinestor, journaliste citoyen pour la ville de Kisangani. Ici, à Kisangani, il y a un problème au niveau d'une école privée dénommée Homme Sayenne. Comme vous le savez, donc l'année scolaire à l'ère des Congo a été clôturée le 2 juillet dernier. Alors, toutes les écoles ont proclamé leurs élèves, mais ce qui est tiré ici, c'est à une école privée ici, donc les élèves n'ont pas encore été proclamés. C'est pourquoi le suspense continue. Pour cause, les propriétaires de l'école, il y a un bras de fer entre les propriétaires d'école et ses enseignants. Alors, les enseignants ont confisqué les bulletins des élèves, demandant, avant de restituer les bulletins, que les propriétaires des écoles, les promoteurs puissent payer leur salaire. C'est pourquoi, jusqu'à présent, les élèves ne connaissent pas encore leur sort par rapport à leurs résultats de fin d'année. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com. Jean-Baptiste, avec la condamnation hier par la Cour pénale internationale de Thomas Lubanga, l'ex-chef de guerre congolais, écope de 14 ans de prison. Thomas Lubanga avait été reconnu coupable au mois de mars d'avoir enrôlé des enfants soldats. C'était à l'époque où il dirigeait l'UPC, l'Union des Patriotes Congolais, un mouvement rebelle impliqué dans la guerre civile en Ituri au début des années 2000. Verdict, vous le disiez Anthony, 14 ans de prison. Thomas Lubanga en a déjà passé 6 derrière les barreaux. Il devrait donc sortir dès 2020. Les réactions depuis hier sont partagées, Gaël Alex. Ce procès a été chaotique. Parmi les témoins présentés par l'accusation, notamment, 11 ont été écartés par la Cour qui a mis en doute leur fiabilité. Pour Catherine Mabille, avocate de Thomas Lubanga, la peine est donc justifiée compte tenu des faiblesses de l'accusation. La Chambre a exclu toutes les circonstances aggravantes présentées par le bureau du procureur. Elle a mentionné que M. Lubanga avait subi une procédure particulièrement difficile et elle a donc indiqué que M. Lubanga avait véritablement coopéré le mieux possible dans toute cette procédure. Du côté des victimes, la condamnation représente un symbole fort. Mitterrand Bossa, secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus. Cette condamnation représente pour nous un pas significatif dans la lutte contre l'impunité parce que ce n'est pas rien, passé 14 années à présent pour avoir commis des crimes internationaux. D'autres auraient voulu une sentence plus sévère à titre d'exemple.
Emmanuel Follo, secrétaire exécutif de l'ONG Equitas. On aurait dû prononcer une sentence un peu exemplaire pour permettre à ce que les autres seigneurs de guerre puissent avoir un certain comportement par rapport à la justice internationale. Tous s'accordent néanmoins pour que les efforts soient maintenus afin de poursuivre d'autres responsables d'exactions en Ituri durant la guerre civile. Gaël Alex, 14 ans de prison pour Thomas Lubanga. Le verdict hier de la CPI a-t-il été trop clément? Question que nous poserons dans une dizaine de minutes à notre invité. Christophe Boisbouvier reçoit ce matin le responsable en Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme, Paul Nsapou. Passons maintenant à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 continuent de progresser. Après avoir pris le contrôle la semaine dernière du poste frontière de Bunagana, proche de l'Ouganda, après avoir en partie occupé dimanche la grande ville de Rutshuru, les mutins visent à présent la capitale du Nord Kivu. Goma s'annonce comme la prochaine étape de leur offensive. L'ONU prend la menace très au sérieux. La situation a d'ailleurs fait l'objet hier d'une réunion à New York au sein du Conseil de sécurité. Les casques bleus sont en alerte, des hélicoptères sont prêts à décoller en cas d'attaque. La MONUSCO réaffirme ainsi son soutien aux forces congolaises. Elle en profite pour démentir l'existence d'un accord avec le M23. RFI Kinshasa, Kawanda, Wakamanda, Muzembe. Aucun accord n'existe entre la MONUSCO et le M23. Il n'y a eu aucune concertation pour prendre la relève dans les territoires d'où la rébellion prétend se retirer. Roger Miss a été on ne peut plus clair au sujet des déclarations des mutins dans le Nord Kivu. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a dit ne pas connaître exactement les positions des troupes rebelles. Néanmoins, il a annoncé la détermination de la MONUSCO d'empêcher toute progression du M23. Et nous sommes absolument déterminés de tout faire possible pour bloquer toutes sortes d'avances contre Goma et même contre autres villes aussi. Prendre les armes pour des revendications personnelles, c'est déjà un crime, a encore dit Roger Miss. Les gens qui prennent des armes pour leurs dites revendications, déjà fait un crime, à mon avis, sérieux, a contribué à prolonger des cycles de violence, des affrontements et de combat dans les zones. À Kinshasa, une marche de solidarité avec les populations de l'Est a été empêchée ce mardi par la police nationale. Le docteur Médard Diayawadeya. Le Congo est en danger. Les Congolais sont en danger. Alors, nous sommes déterminés à organiser cette marche pour manifester notre ras-le-bol. Kamanda, Wakamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et en attendant, à Goma, la situation est tendue. En témoignent ces incidents hier. Des Tutsis ont été pris à partie par des manifestants qui les accusaient de soutenir le M23. Le calme depuis est revenu, mais la peur a gagné de nombreux quartiers. Je vous propose d'écouter ce témoignage, celui de Gauthier Missona. Il est le responsable à Goma de l'organisation de défense des droits de l'homme, Credo. La population a peur. Les habitants de Goma ont leurs familiers dans le territoire de Rutshuru et dans plusieurs autres localités qui sont actuellement occupées par les mutins du M23. Il y a aussi le fait que pour certains, ils pensent que le M23 va attaquer Goma. Peut-être une seule précision, c'est que c'était juste quelques badauds, les enfants de la rue et puis quelques conducteurs de taxi-moto. Ce ne peut pas généraliser, dire que c'est toute la population qui s'est pris aux communautés Tutsi. En plus, les sentiments qu'il y a en ville, c'est que les gens disent clairement que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. C'est là ce qui a provoqué de petites manifestations. Mais ce n'était pas un soulèvement contre la population Tutsi. C'était contre l'attaque du Rwanda à la RDC. Interview au micro de Cyril Ben-Simon. On continue, Jean-Baptiste, à parler de la RDC, cette fois pour évoquer l'affaire Chebeya, ce militant des droits de l'homme assassiné il y a 2 ans à Kinshasa. Nouvelle révélation aujourd'hui, celle d'un policier qui dit avoir assisté au meurtre de Floribert Chebeya. C'était il y a 2 ans. Le militant avait été retrouvé mort après avoir répondu à une convocation de la police à Kinshasa. Depuis, l'affaire traîne en justice. 8 policiers ont été mis en cause, certains même condamnés. Mais depuis toujours, pour les avocats de la partie civile, les vrais auteurs du crime courent toujours. Cette version est aujourd'hui corroborée par l'un des 8 policiers, l'un des 3 à avoir pris la fuite. Il dit avoir tout vu de la scène. L'homme va jusqu'à donner le nom du commanditaire. C'est le cinéaste belge Thierry Michel, auteur d'un film sur cette affaire Chebeya, qui a recueilli son témoignage. Les précisions de Marie-Pierre Olfan.
Dans ses témoignages, Paul Mouilamboué est formel. Le donneur d'ordre est le patron de la police. C'est lui, John Numbi, qui a promis $500 000 au major Christian Ngoy en échange de l'élimination de Floribert Chebeya. Au moment des faits, Paul Mouilamboué se trouve à l'inspection générale de la police où a été convoqué le défenseur des droits de l'homme. Il s'entretient avec lui avant d'assister à son assassinat un peu plus tard, depuis son bureau, dit-il, via les caméras de surveillance. Il voit alors Floribert Chebeya être étouffé avec des sacs en plastique scotché sur la tête. Paul Mouilamboué se déplace. Ensuite, il trouve le militant à l'agonie et son chauffeur tué un peu plus tôt. Le policier assure que le corps de Fidel Bazana sera ensuite déshabillé, enveloppé dans un imperméable militaire, puis enterré dans une fosse commune. Il indique le lieu avec précision. Paul Mouilamboué assure qu'on a voulu faire taire Floribert Chebeya parce qu'il détenait des informations sur les massacres des adeptes de la secte Budundia Congo perpétrés par des policiers en 2007 et 2008. Information qu'il avait l'intention de transmettre au roi Albert II à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance. Elle rappellera que le cinéaste Thierry Michel avait été refoulé dimanche de l'aéroport de Kinshasa alors qu'il venait présenter ce documentaire sur l'affaire Chebeya. Pour le gouvernement congolais, il n'est pas question que ce film puisse être diffusé tant que le procès en appel est en cours. La police des frontières congolaises affirme, elle, que le visa du cinéaste n'était pas en règle. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. République démocratique du Congo, les FARDC se sont redéployés à Kiwanja et Rutshuru Centre, occupés la semaine dernière par des rebelles du mouvement du 23 mars M23. À Goma, la société civile a décrété une journée ville morte aujourd'hui pour protester contre cette rébellion et ses soutiens étrangers. Sur le plan diplomatique, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, demande aux présidents rwandais et congolais de poursuivre le dialogue afin de réduire les tensions. Les Nations Unies nient avoir laissé les rebelles gagner du terrain dans l'est de la RDC. Accusés de n'avoir opposé aucune résistance à leur avancée, la MONUSCO, la mission de l'ONU à RDC, dément et affirme au contraire avoir résisté. La mission onusienne promet d'ailleurs de continuer de s'opposer à toute menace envers la population civile, y compris aux mutins du M23 qui se sont emparés de 2 villes stratégiques du Nord Kivu au cours des derniers jours. L'offensive de l'ONU Ban Ki-moon a appelé ce mercredi les présidents rwandais et congolais pour tenter de trouver des mesures possibles pour résoudre la crise provoquée par la rébellion en RDC. C'est ce qu'a indiqué l'ONU. Monsieur Ban Ki-moon a demandé à Paul Kagame et Joseph Kabila de poursuivre le dialogue afin de réduire les tensions, selon le communiqué des Nations Unies. Sur le terrain, les FARDC se sont redéployés à Kiwanja et à Rutshuru Centre, occupés la semaine dernière par les rebelles du mouvement du 23 mars. À Goma, la société civile a décrété une journée ville morte pour protester contre cette rébellion du M23 et ses soutiens étrangers. Tous les magasins et les marchés sont restés fermés toute la journée, ainsi que plusieurs bureaux de l'administration et des ONG locales. Comme chaque soir, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Journaliste et citoyen de la Voix l'Amérique en ville de Béni. L'actualité qui domine ici, c'est la marche pacifique qui a été organisée par la société civile et la population locale en protesté contre le mitin de M23. Et puis la population locale a commencé cette marche au repos du 30 juin ici même en ville de Béni pour aller déposer le mémorandum au bureau du maire de la ville de Béni dont il a fait un discours concernant cette affaire. Après cela, cette marche a chuté au bureau de la MONUSCO ici même en ville de Béni. Je suis citoyen journaliste de la République démocratique du Congo dans la ville de Goma et de Bukavu. Cette ville morte a été observée en rapport avec la situation de guerre dont la population a ras-le-bol. C'est pourquoi la population a décidé de passer cette journée sans activité pour revendiquer, pour prouver les mécontentements par rapport à cette situation. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Ça, vous venez de l'entendre, situation toujours inquiétante dans l'est du pays et selon plusieurs médias, l'ONU a déployé une dizaine de chars au nord de Goma, la capitale du Nord Kivu. De même, des chars appartenant au FARDC ont également été vus dans la même région. Des rebelles du M23, vous le savez, avaient pris plusieurs localités au Nord Kivu pendant le week-end avant de se retirer de certaines d'entre elles, comme Rutshuru, mais occupent toujours Bunagana, un important poste frontière avec l'Ouganda. Ce
ce déploiement de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO intervient au lendemain des accusations selon lesquelles ces forces n'ont pas fait opposition à la progression des mutins, des accusations rejetées par la MONUSCO qui affirme qu'elle continuera à combattre à toute menace à la population civile, y compris celle du M23. Au nord du pratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a demandé aux présidents rwandais et congolais, Paul Kagame et Joseph Kabila, de poursuivre le dialogue afin de réduire les tensions découlant de la crise dans l'est de la RDC, selon un communiqué des Nations Unies. Sur le terrain, les FARDC se sont redéployés à Kiwanja et à Rutshuru centre, occupés la semaine dernière par des rebelles du M23. À Goma, la société civile vient d'organiser une journée ville morte pour protester contre cette rébellion du M23 et ses soutiens étrangers. Le groupe appelle à la négociation avec le gouvernement en vue de l'application de l'accord du 23 mars 2009, mais aucune réaction de Kinshasa en ce sens jusqu'à présent. Les récents développements dans l'est de la RDC ont fait ressurgir le spectre d'attaques contre la communauté Tutsi, mais certains analystes rejettent cette possibilité, rappelant les rapports qui ont toujours existé entre les Tutsis et autres groupes ethniques au Congo. Écoutons l'homme politique et ancien candidat à la présidence, Georges Alula. Les Congolais ont vécu avec les Tutsis que nous appelions les Banyarwanda depuis des années. Et il n'y a jamais eu de sentiment anti-Tutsi au Congo. Mais ceux qui ont créé les troubles depuis 1994 dans la région des Grands Lacs sont responsables de ce qui arrive. Et on a vu le 2 août 1998, lorsque Laurent Désiré avait pris la décision de renvoyer les militaires rwandais au pays, et la guerre qui a déclenché ces génocides dont nous déplorons près de 8 à 9 millions de morts aujourd'hui, cela a engendré un sentiment anti-Tutsi avec la chasse aux Rwandais à Kinshasa. Et ceux qui prônent cette division, cette attaque à l'est du pays, exposent tous les Kivusiens rwandophiles qui sont dans la capitale ou dans les autres villes du pays. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Une solution militaire, disent certains, n'est pas possible. Est-ce que vous croyez que, comme cela s'est fait en 2006-2008, on va voir de nouvelles négociations, un nouvel accord? Je crois qu'il y a un problème. Les M23, c'est un groupe armé. Il ne fait pas des cadeaux pour occuper les terrains. Donc, quand on utilise les armes contre les Congolais, on ne parle pas de solution militaire. Quand les Congolais veulent réagir et se défendre, on sort la proposition de dire que la solution militaire n'est pas la bonne. Et la communauté internationale doit emboîter les pas pour que la paix revienne une fois pour toutes dans l'est du pays. C'est le thème que nous avons entendu durant plusieurs marches ce mercredi à Maniema, Bukavu, à Goma, durant la journée ville morte. Comment comprenez-vous jusqu'à présent l'attitude de la communauté internationale, la MONUSCO en particulier? Quand New York va dire à la MONUSCO de changer clairement son mandat à un mandat militaire pour défendre le peuple congolais, avec l'utilisation de forces et des armes qu'ils ont, la situation va être différente. Alors quand vous dites New York, vous parlez des Nations Unies. La MONUSCO reçoit ses mandats du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, c'est-à-dire indirectement de sponsors des Nations Unies qui sont les États-Unis et les grandes puissances de ce monde. C'est eux qui donnent la directive à la MONUSCO de ce qu'ils doivent faire sur le terrain. J'ai toujours comparé la MONUSCO et sa mission avec ce que les militaires américains et alliés ont subi en Irak et en Afghanistan. Regardez le nombre de morts. Plus de 4000 Américains sont morts en Irak. Combien de soldats de la MONUSCO sont morts au Congo pour protéger un pays qui a perdu près de 9 millions d'âmes et a vu ses infrastructures totalement démolies? Ça explique que le peuple congolais, devant cette menace, puisse prendre le riz et pouvoir se défendre. À plusieurs reprises, le M23 a appelé à la négociation. Qu'est-ce qui empêche Kinshasa de négocier? De qui se manque-t-on? Surtout que militairement, il prouve que les forces armées de la RDC n'ont pas la capacité, du moins celles qui sont déployées à l'Est, de leur tenir tête. On sait aussi que les États-Unis avaient formé un bataillon de 1000 soldats congolais. Nous voulons les voir en action pour voir comment ils peuvent commencer à défendre ces pays. Georges Alula nous parlait de la région métropolitaine de Washington DC. Al-Hajj Pedra Valero, je suis journaliste et citoyen de la Voix l'Amérique en ville de Beni. L'actualité qui domine ici même en ville de Beni, c'est la marche pacifique qui a été organisée par la société civile en ville de Beni et la population locale, dont la population locale a protesté contre le mitin de M23. Et puis la population locale a commencé cette marche au repos du 30 juin ici même en ville de Beni pour aller déposer le mémorandum au bureau du maire de la ville de Beni, dont il a fait un discours concernant cette affaire. Après cela, cette marche a chuté au bureau de la MONUSCO ici même à la ville de Beni.
Je suis citoyen journaliste de la République démocratique du Congo dans la ville de Goma et de Bukavu. Cette ville morte a été observée en rapport avec la situation de guerre dont la population a ras-le-bol. C'est pourquoi la population a décidé de passer cette journée sans activité pour revendiquer, pour prouver les mécontentements par rapport à cette situation. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Situation dans l'est de la République démocratique du Congo, toujours en proie à la rébellion du M23. Tous les regards aujourd'hui convergent vers Goma. La capitale du Nord Kivu voit arriver des renforts militaires. Une dizaine de chars de l'ONU ont été positionnés entre Goma et Rutshuru afin de contrer une éventuelle offensive du M23, mouvement qui ne cesse depuis quelques jours de gagner du terrain. À Goma, une ville de 500 000 habitants, la société civile avait hier appelé à une journée ville morte. On peut parler de succès, Gaël Alex. Le mot d'ordre a été entendu et Goma s'est transformé en ville fantôme. Gédéon Bakereti, un habitant. Les magasins, ils ont fermé. Depuis le matin, rien n'a été fait. Tout le monde est resté à la maison, sauf des petites activités dans les marchés alimentation de la ville. En tout cas, c'était dans le calme. Tout le monde est à la maison. On voit seulement les chars de la MONUC et de l'armée congolaise qui passent dans les grandes artères. Cette opération est un coup de gueule de la part des habitants de la ville, fatigués de subir les violences de la rébellion. Ils veulent maintenant des mesures concrètes de la part du gouvernement. Patrick Chebaler de l'association Action Solidarité. Tout le monde réclame la paix ici à Goma parce que, en fait, on vit dans l'insécurité, on ne sait pas si on va terminer la journée. Si on voyage, on se déplace, on ne sait pas si on va arriver sans qu'on soit tracassé en cours de route. Le fait de se réveiller sous les coups de balles, passer une journée en inquiétude. On demande au gouvernement de chercher une solution. L'opération Ville Morte ne dure qu'une journée. Aujourd'hui, la vie à Goma devrait reprendre son cours normal. Et tous ces développements ont fait l'objet hier d'une réunion entre les pays des Grands Lacs, rencontre au niveau ministériel qui s'est tenue dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. L'Ouganda en a profité pour s'inquiéter de l'afflux de réfugiés venant de RDC. Le camp de Nyakabandé accueille ainsi aujourd'hui plus de 16 000 personnes, 5 fois plus que sa capacité. Et puis toujours en lien avec la situation dans l'est de la RDC, l'on signalera que le patron de la radio-télévision nationale a été suspendu de ses fonctions hier. Kolomoni Djibou est accusé d'avoir retransmis en direct une réunion du parti présidentiel, le PPRD, lors de laquelle des propos incitant à la haine tribale et raciale auraient été tenus. Le gouvernement n'avait pas donné son accord à cette retransmission. On reste en RDC pour évoquer cette fois l'affaire Chebeya, ce militant des droits de l'homme assassiné il y a 2 ans à Kinshasa. Et nous vous en parlions hier dans ce même journal. L'affaire rebondit cette semaine avec les révélations d'un policier qui dit avoir assisté à l'assassinat de Floribert Chebeya. Paul Mwilambwe, c'est son nom, affirme que le meurtre a été commandité par le chef de la police à l'époque, le général Numbi. Des confidences qu'il a faites depuis l'étranger, c'est le journaliste belge Thierry Michel qui a recueilli son témoignage. Aujourd'hui, les autorités congolaises lui demandent de confirmer ses allégations, mais cette fois devant la justice. Ce serait, dit le gouvernement, l'occasion d'en savoir davantage aussi sur la disparition du chauffeur de Floribert Chebeya, Fidel Bazana. Lambert Mende est le porte-parole du gouvernement congolais. Il est au micro d'Olivier Roger. La justice ne peut négliger aucun indice. Et je vous rappelle quand même que le président de la République avait enjoint le gouvernement de faire en sorte que le parquet militaire puisse faire tout pour retrouver le corps de M. Bazana, qui a été déclaré assassiné par le parquet au niveau du premier jugement qui a été rendu. Et donc nous apprécierions beaucoup que ce lieu puisse être bien indiqué par une source crédible, ce qui n'est pas le cas, parce que ce film n'est pas le lieu indiqué pour donner des informations de cette nature. Monsieur Mwilamwe doit venir produire les informations dont il dispose devant l'autorité habilitée et non devant un journaliste étranger. Et les révélations du policier Mwilambwe pourraient lourdement peser sur le procès qui reprendra mardi en appel. 5 policiers sont mis en cause dans la mort de Floribert Chebeya. Les proches de la victime ont toujours affirmé qu'il faisait office de bouc émissaire. Parmi ces 5 accusés, le colonel Daniel Mukala, il avait été condamné en première instance à la peine capitale. Écoutez la réaction de son avocat, maître Dieudonné Bokota Ikundaka.
La thèse développée par Paul Mouilamboué est totalement farfelue, en ce sens qu'il dit que M. Chebea aurait été étouffé avec des sacs en plastique. Or, cette thèse est contredite de manière scientifique par le rapport d'expertise. Donc rien qu'en me basant là-dessus, je ne peux pas tenir compte de ces révélations qui surviennent à un moment choisi de toute évidence, et donc ça ne peut pas changer le cours des choses en ce qui concerne mon client. Mais lorsque Paul Mouilamboué affirme que le donneur d'ordre n'était autre que le général Numbi, est-ce que cela ne dédouane pas finalement votre client ? Je ne peux pas non plus m'inscrire dans cette démarche parce que ça revient à dire, suivant la thèse de M. Thierry Michel, qu'il s'agirait d'un crime d'État où les ordres auraient été donnés à différents étages. Et donc, je ne peux pas non plus m'inscrire dans cette logique-là, dans laquelle mon client serait considéré comme un exécutant. Mon client, je le considère toujours comme un innocent. Je ne suis pas ébranlé dans mes convictions. Dans 10 minutes, l'invité d'Afrique Matin sera maître Mukendiwa Mulumba, qui défend les parties civiles au procès Chebea. Le franco-rwandais Claude Mouaimana reste en France. En tout cas, pour l'instant, la Cour de cassation s'est opposée hier à son extradition vers Kigali. C'est pourtant ce qu'avait demandé la Cour d'appel de Rouen en mars dernier. Claude Mouaimana est accusé d'avoir activement pris part au génocide en 1994. RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Du Congo, dans l'est du pays, les hélicoptères des Nations Unies ont attaqué des positions des rebelles du M23. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de la MONUSCO, la mission onusienne en RDC. D'après l'AFP, des explosions ont été entendues près des villages de Nkokwe et Bukima. Le M23 s'est retiré de plusieurs zones dont il s'est emparé, mais occupe toujours Bunagana, près de la frontière ougandaise. Au plan diplomatique, l'Éthiopie, la RDC et d'autres pays d'Afrique centrale ont décidé de travailler ensemble pour, je cite, éradiquer le M23 et les autres groupes rebelles opérant dans l'est de la RDC. Le Rwanda a notamment promis de renforcer la surveillance des frontières communes avec la RDC. Affrontement militaire dans l'est de la RDC, Morgan vous le disait il y a un instant, cette fois y ont pris part des éléments de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Selon des correspondants sur place, des hélicoptères de l'armée congolaise et de l'ONU ont attaqué les positions des mutins du M23 dans la province du Nord Kivu. Un journaliste de l'AFP rapporte avoir vu 3 hélicoptères de la MONUSCO et 2 autres des forces armées congolaises, les FARDC, ensemble en début d'après-midi au-dessus de la zone de Nkokwe et Bukima, à environ 50 km au nord de Goma, la capitale provinciale. Un porte-parole de la mission de l'ONU a confirmé l'attaque dans une interview accordée à La Voix de l'Amérique. Aujourd'hui, des hélicoptères d'attaque de la MONUSCO ainsi que des hélicoptères d'attaque des FARDC ont attaqué des positions avancées du M23 à environ 50 km au nord de Goma. Les hélicoptères sont rentrés à la base à l'heure où je vous parle. Est-ce qu'on a fait une évaluation des dégâts dans le camp ennemi? Non, on n'a pas encore des évaluations de cette attaque. Ce sont des choses qui vont commencer à se faire maintenant. Est-ce qu'on va continuer à attaquer les positions du M23 dans les jours qui viennent? Dans la mesure où le M23 prend une posture menaçante pour la ville de Goma, je pense que la MONUSCO ne va pas rester les bras croisés. Cependant, dans une interview à La Voix de l'Amérique, le porte-parole du M23, le lieutenant-colonel Vianney Kazarama, a insisté sur le fait que son groupe n'a nullement l'intention de marcher sur Goma. En fait, ils se sont repliés de plusieurs localités occupées récemment. Ils se sont repliés de plusieurs localités. Ils ont annoncé qu'ils allaient repartir vers Bunagana, mais c'est pas ce que nous constatons sur le terrain. La preuve, c'est que les hélicoptères d'attaque qui sont passés à l'action l'ont fait à seulement 50 km de Goma. Ça veut dire que le M23 a des troupes pas loin de la ville de Goma. Vous croyez vraiment qu'il y a une menace d'attaque contre Goma de la part du M23? Il n'y a pas à croire ou ne pas croire. Nous, nos opérations militaires sont sur la base de ce que nous constatons sur le terrain et comme je vous l'ai dit, il y a une concentration des M23 non loin de la ville de Goma. Quelle est l'ampleur de la participation de la MONUSCO auprès des FARDC? L'ampleur, nous avons plusieurs centaines d'hommes qui sont aujourd'hui dans Goma et autour de Goma. Nous avons revu nos positions, nous avons renforcé nos positions aussi à l'intérieur et autour de Goma pour notre mission de protection des civils. Manoj Munubai est le porte-parole civil de la MONUSCO. Pour plus de précision, nous avons joint également le porte-parole du gouvernement congolais, le ministre de la Communication, Lambert Mende.
Le M23 a bombardé une petite localité de Runiga où seraient mortes 3 personnes. Et donc, l'armée a dû rétorquer parce que l'armée doit protéger les civils. Mais au départ, c'est un bombardement des forces prétendument du M23, mais en réalité, qui viennent de l'autre côté de la frontière. De toute façon, l'armée congolaise ne cessera sa projection sur le terrain que lorsque il n'y aura plus d'un seul ennemi sur le sol congolais. Même si nous parlons à Addis Abeba ou ailleurs, et militairement, ils doivent quitter le sol congolais. Que pensez-vous des déclarations du M23 qui affirment ne pas vouloir attaquer Goma? Comment on peut prendre des villes, puis dire qu'on ne veut pas les garder, avancer sur un terrain, puis dire qu'on ne veut pas avancer? Donc c'est très clair que la manœuvre vise à pérenniser le chaos dans le Kivu pour que ceux qui pillent le Kivu depuis 20 ans continuent leur travail de prédation. Et donc, nous ne pouvons pas nous fier à ces déclarations contradictoires. Nous avons réorganisé les forces armées qui ont dû se replier de ces villes pour ne pas engager le combat et causer des morts de population congolaise. Les agresseurs qui viennent du Rwanda et leurs affidés congolais savent qu'ils ne peuvent pas garder plus longtemps ces villes parce que les forces armées de la RDC après 2008, ça n'a rien à voir avec les forces armées d'avant 2008. Il est question d'unité régulière de l'armée rwandaise, des bataillons entiers qui sont signalés comme étant en République démocratique du Congo. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de la RDC. Du côté de la rébellion, le même discours persiste. On ne veut pas attaquer Goma. Le lieutenant-colonel Vianney Kazarama, porte-parole militaire du groupe, a aussi rappelé ses positions sur le terrain au micro de Nicolas Pinault. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru, à province Nord Kivu, précisément dans nos positions bien 23 à Runyoni, à savoir Runyoni, Mbuzi et Chanzo. Notre mission, ce n'est pas pour aller prendre la ville de Goma. Notre mission, c'est de cramer l'application des accords qui ont été signés avec le gouvernement de Kinshasa le 23 mars 2009. Nous sommes retirés dans la ville de Rutshuru, la ville de Rubare, la cité de Karengera et la cité de Kibumba, et même les camps militaires de Lumangabo. Ça, c'est pour montrer notre bonne foi, de demander au gouvernement et la communauté internationale de faire une pression au gouvernement congolais de venir sur les tables de négociation. Colonel Vianney Kazarama du M23. Le monde aujourd'hui sur Internet à www.lavoixdelamérique.com. La situation humanitaire et la sécurité de milliers d'habitants de la province du Nord Kivu deviennent de plus en plus imprévisibles et précaires en raison notamment des affrontements qui se poursuivent entre les forces gouvernementales de la RDC et le mouvement du 23 mars M23. Les secouristes de la Croix-Rouge se débrouillent tant bien que mal pour venir en aide aux blessés et aux déplacés. Précision, Nelly Tangwa, responsable des communications et des relations publiques à la Croix-Rouge congolaise. La Croix-Rouge de la RDC avec les autres partenaires du mouvement, notamment les CICR, nous sommes là pour assister la population. Et donc nous sommes à l'étape d'évacuation de la population en détresse, quoi. Donc nous ne sommes pas là pour dire si ça empire ou pas, mais nous faisons plus des actions humanitaires. Alors justement, est-ce que vous recevez davantage de personnes qu'avant? Oui, bon, il faut dire que nous avons déjà jusque-là évacué 32 blessés, donc qui nécessitaient vraiment des soins d'urgence. Et nous sommes là sur place pour suivre un peu leur évolution au niveau des hôpitaux. Et nous avons pu également assister 17 500 personnes déplacées à Katoï, donc dans les Massissi, et ils ont reçu des articles de première nécessité, dont des bâches, des couvertures et autres biens de première nécessité. Quels sont les cas les plus marquants que vous avez rencontrés? Il y a des mères de famille, il y a des enfants et tout. Mais ce qu'il faut dire aussi que nous évitons également des conséquences, puisqu'il y a risque de propagation du choléra qui sévit déjà actuellement dans la région des Rwanguba. Donc le CICR a pu quand même approvisionner l'hôpital de cette localité en eau potable et il a également fourni 15 000 litres d'eau potable donc, et installé plusieurs réservoirs de 15 000 litres chacun. Donc vous voyez que nous voulons plus éviter les cas qui risquent de créer encore des épidémies et exposer de plus en plus la population aux maladies. Parlez-nous de l'accès dans les zones de conflit. Bon, nous arrivons quand même à avoir accès aux victimes, mais il faut reconnaître aussi que des fois il faut des négociations, il faut échanger pour avoir l'accès. C'est pour cela que nous sommes toujours là pour faire ces plaidoyers, pour faciliter l'accès des sécuristes aux victimes, puisque ce qui compte pour nous, c'est l'être humain. Donc nous ne sommes pas là, nous sommes neutres, nous sommes indépendants. Nous voulons plus apporter secours aux vulnérables. Donc vous avez porté secours non seulement à des civils, mais aussi à des militaires? À des militaires, oui, à des militaires.
Des deux camps? Oui. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut au niveau de la Croix-Rouge, en fait? Quels sont les besoins les plus pressants? Bon, on ne peut pas confirmer que nous avons tout ce qu'il faut, mais ce qui est vrai que nous avons quand même pu apporter assistance avec l'aide du CICR à la population en détresse. En fait, dans les jours qui viennent, on pourra atteindre un grand nombre. Donc, tous les humanitaires doivent être mobilisés, les gouvernements et les autres, pour voir comment prévoir déjà les kits d'urgence, quoi. Est-ce que vous avez des gens sur la ligne de front? Les secouristes de la Croix-Rouge sont partout. On a fait d'abord l'évacuation des Rutshuru à Goma, et puis il y a des secouristes qui sont aussi actifs à Bunagana, mais il y a quand même des difficultés pour les mobiliser un peu partout, aussi à Rwangumba par exemple. Mais on ne peut pas confirmer que nous serons partout si on ne facilite pas l'accès. Nelly Tangwa, responsable des communications et des relations publiques à la Croix-Rouge congolaise. La Voix de l'Amérique s'associe à une initiative nommée 100 citoyens journalistes pour couvrir les événements en RDC. Charles Dinakosu, citoyen journaliste de la Voix de l'Amérique à Goma. Et après la journée passée ville morte d'hier, mercredi, la vie a repris son cours normal dans la ville de Goma. Une seule chose à signaler, c'est que la sécurité n'est pas du tout perturbée et l'ordre public n'est pas du tout perturbé, mais on voit les forces de la MONUC qui circulent, qui font des patrouilles la journée, les blindés sont stationnés dans les grandes artères de la ville. Irène Mbombo, journaliste citoyenne à Kananga. L'actualité est marquée par un communiqué de presse lancé aujourd'hui par les maires de la ville de Kananga. Ce communiqué est lancé à l'intention des particuliers qui possèdent des chiens de mieux les encadrer parce qu'il a été remarqué ces derniers temps que les chiens morts des multitudes de personnes et ces gens finissent par mourir à l'hôpital suite au manque de vaccins appropriés pour lutter contre ces fléaux. Alors, le maire de la ville a demandé à tout celui qui détient un chien de mieux l'encadrer, de ne pas le laisser en divagation, de peur qu'il ne mord de personne. Il y a eu aussi à Kananga la célébration de la journée nationale du barreau d'avocats. Cette journée a été marquée par plusieurs exposés et à l'intention des avocats. En un mot, il a été demandé aux avocats d'avoir une solidarité professionnelle et d'aider leurs clients dans différents dossiers qu'ils leur apportent. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La situation dans l'est de la RDC et ce nouveau développement dans le conflit qui oppose les rebelles du M23 à l'armée congolaise. Le Nord Kivu a été la cible de bombardements cet après-midi. Hier, des blindés avaient déjà été déployés au nord de Goma, ville qui suscite l'inquiétude des Nations Unies notamment, qui craignaient une intervention des rebelles. Aujourd'hui, ce sont donc des hélicoptères, des FARDC et de l'ONU qui ont bombardé les positions des mutins du M23. Les frappes ont eu lieu au-delà de Goma. L'opération est confirmée par la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC. J'ajoute que Kigali, Kinshasa et leurs 9 voisins régionaux ont appelé les groupes armés actifs dans l'est de la RDC à cesser leurs activités. C'est ce qu'indique un communiqué de la CIRGL, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Autre conséquence du conflit dans l'est de la RDC, depuis quelques jours, une communauté se dit visée dans le pays. Il s'agit des Tutsis qui dénoncent des appels à la haine tribale, raciale et ethnique dans le pays. Aujourd'hui à Kinshasa, les représentants Tutsis se sont rendus à l'ambassade des États-Unis et chez le ministre de l'Intérieur pour dire leur émotion. Reportage à Kinshasa, Kamanda Muzembe. D'abord la rue à Goma, ensuite un dérapage au cours d'un rassemblement du parti présidentiel le PPRD à Kinshasa. Les appels à la haine raciale, tribale ou ethnique se sont multipliés depuis quelques jours. Principale communauté visée, les Tutsis. Leurs représentants ont été reçus ce jeudi à l'ambassade des États-Unis. Ils sont allés également au ministère de l'Intérieur, Maître Azaria Souberois. Bien sûr qu'il y a d'autres membres de la communauté qui sont dans le mouvement M23, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres communautés aussi dans le M23. Donc c'est extrêmement injuste et dangereux de viser une communauté comme si elle était moins citoyenne que les autres. Richard Mouyej, le ministre de l'Intérieur, a rassuré la communauté Tutsi et a invité les Congolais à la solidarité. Nous devons être soudés, nous devons être unis. Je peux vous assurer qu'au niveau du front,
comme au niveau du commandement général à Goma, toutes les composantes de notre peuple sont présentes. Bantou, Tutsi, Hutu, toutes les tribus sont là. Parmi ceux qui meurent, nos frères Tutsis sont là. Il y a des deuils dans leur famille. Le dérapage au PPRD a valu une suspension à son auteur, Kamanda, ou à Kamanda Mozembe, Kinshasa RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu. Des hélicoptères de l'armée congolaise et de l'ONU ont commencé à bombarder ce jeudi des positions des rebelles du M23. Objectif, prévenir toute attaque des mutins sur Goma, la capitale provinciale. Ces bombardements surviennent alors que la RDC, le Rwanda et leurs voisins de la région des Grands Lacs se sont mis d'accord sur un plan d'action pour venir à bout de la rébellion dans l'est de la RDC. Carole Assignon nous en dit plus. Le document a été signé par les ministres des Affaires étrangères d'une dizaine d'États en marge d'un sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. L'accord prévoit d'attaquer les rebelles du M23 qui sévissent dans le Nord Kivu depuis avril. Un conflit qui a généré une forte tension entre la RDC et le Rwanda, accusés de soutenir les mutins. Ceci justifie-t-il des bombardements dans la région? En tout cas, ceux-ci interviennent au lendemain du déploiement de chars de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, et des forces congolaises à environ 25 km au nord de Goma. Un dispositif mis en place pour dissuader les mutins du M23 de s'emparer d'autres localités de la région. Par ailleurs, sur la route menant à Goma, les FARDC auraient bloqué tout passage des civils au niveau de Rumangabo, une localité située à une quinzaine de kilomètres à l'ouest des positions bombardées. Dans la localité de Nkogwe, sur la colline de Bukima, 3 hélicoptères de la MONUSCO et 2 autres des forces armées congolaises auraient été aperçus. Il faut noter que cette zone est assez proche du Rwanda et de l'Ouganda. Les mutins y contrôlent depuis mai plusieurs collines, malgré des bombardements fréquents des FARDC et de la MONUSCO. Et cette guerre dans l'est de la RDC entre rebelles et forces armées congolaises ont sans doute des répercussions sur les populations vivant de part et d'autre de la frontière entre la RDC et le Rwanda. C'est ainsi que les Rwandais de Rubavu, ville frontalière de Goma, n'osent plus aller faire du commerce de l'autre côté de la frontière, de peur d'être maltraités. Reportage de notre correspondante Solange Ayanone. Ici, c'est la frontière du Rwanda et de la RDC, dénommée la Petite Barrière. En temps normal, les Rwandais et les Congolais sont nombreux à traverser cette frontière. Les uns pour aller faire du petit commerce à Goma, en RDC, les autres à Lubavu, au Rwanda. Mais ces derniers temps, les Rwandais ne vont pas aisément de l'autre côté de la frontière. Emmanuel est l'un d'eux. Il a été attaqué par les Congolais alors qu'il livrait de la viande à Goma. Ils m'ont frappé en disant que les Rwandais causent l'insécurité au Congo. Ils ont pris mes 20 000 francs rwandais, mon téléphone portable et la marchandise que j'avais. Ils se cachent derrière le conflit de l'Est pour nous maltraiter. Angélique Ouineza est une maman de 3 enfants. Elle a cessé récemment ses activités de vendeuse de légumes à Goma à cause de la guerre. Les Rwandais sont pourchassés par les Congolais. On nous accuse d'avoir pris une partie de leur pays. Certains sont frappés, épiés et d'autres sont portés disparus. Et c'est depuis la guerre des rebelles. Au lieu d'y laisser notre vie, nous avons arrêté nos activités. Pour le moment, j'ai du mal à faire vivre ma famille car mes clients se trouvent à Goma. Et pourtant, les Congolais viennent ici et personne ne les chasse. Sengium Vabunu Ezekiel est le vice-maire chargé des affaires économiques dans le district de Lubavu. Il souligne que le Rwanda est au courant de cette situation et compte faire de la prévention. Ils prennent tout Rwandais comme catalyseur de ces conflits dans leur pays. Dernièrement, nous avons eu 11 cas de jeunes qui ont été battus, maltraités. Nous sommes en train d'aménager un marché où tous ces produits seront exposés. Au lieu de traverser la frontière, ce sont les Congolais qui viendront sur ces marchés pour prendre ces produits. Le Rwanda est accusé par la RDC d'aider les rebelles du M23 à faire la guerre au Congo. Le Rwanda rejette catégoriquement ces accusations, mais ce sont elles qui alimentent l'insécurité pour tout Rwandais passant à Goma. Solange Ayanone à Kigali pour la Deutsche Welle.
Et j'ajoute que le Comité international de la Croix-Rouge a publié un communiqué aujourd'hui s'inquiétant de la situation humanitaire et de la sécurité de milliers d'habitants dans la province du Nord Kivu. Une situation qui devient de plus en plus imprévisible et précaire en raison donc notamment des affrontements qui se poursuivent entre les forces gouvernementales de la République démocratique du Congo et le mouvement du 23 mars. Plus à la condamnation de Thomas Lubanga, l'ancien chef du milice congolais par la Cour pénale internationale, condamnation à 14 ans de prison pour l'enrôlement d'enfants. Mireille. Oui, Constance, la CPI a démontré au monde entier que la justice existe et que les véritables coupables n'ont pas d'autre point de chute que la prison, estime David depuis Ferkessédougou en Côte d'Ivoire. Aussi, veillons tous à faire triompher le droit, écrit-il. Par contre, Sékou de Kroussa en Guinée est d'avis que la sentence contre Thomas Lubanga est navrante. Elle est trop clémente par rapport à ce qu'il a commis comme crime, étant donné qu'il a encouragé la rébellion. Notre auditeur pense par ailleurs que les guerres internes en RDC se poursuivront aussi longtemps qu'il y aura un manque de transparence lors des scrutins électoraux. Gilbert de Bukavu, dans l'est de la RDC, nous rapporte que la situation est insupportable pour les populations de l'est du pays. Nous souffrons beaucoup à cause des guerres du M23 et des Rwandais et demandons au président Kabila et à la CENI de trouver des solutions. Selon Nathan de Bukavu, la situation à l'Est serait le fruit de la tricherie électorale organisée en complicité avec l'Afrique du Sud et supervisée par la MONUSCO. Quant au président Kabila, il récolte ce qu'il a semé au Rwanda. Il avait lui-même refusé de livrer Bosco Ntaganda, souligne Nathan. Floribert, depuis Fungurume, toujours en RDC, pense lui que les causes des guerres dans l'Est du pays sont à chercher dans les intérêts de l'Occident. L'arrogance et la force des mercenaires rwandais en sont aussi une composante, estime notre auditeur. Pour lui, la diplomatie congolaise devrait en tenir compte. Jean, depuis Kasumbalesa, à la frontière avec la Zambie, estime de son côté que la communauté internationale doit aider la RDC à trouver une solution durable et définitive dans l'Est du pays. Enfin, Clément de Chinota regrette que les Congolais n'aient pas la chance de voir le film de Thierry Michel sur la mort de Floribert Chebeya, puisque le cinéaste belge a été déclaré persona non grata et refoulé de RDC. Le gouvernement congolais a déclaré mardi que le film ne doit pas être diffusé en RDC avant la fin du procès en appel de l'affaire concernant l'assassinat du militant congolais. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Battre à la rébellion dans l'est de la République démocratique du Congo, Kinshasa, Kigali et leurs voisins de la région des Grands Lacs se sont dit favorables à un plan pour éradiquer les groupes armés dans cette partie de la RDC. Les ministres des Affaires étrangères d'une dizaine d'États se sont rencontrés à Addis Abeba en marge d'un sommet de l'Union africaine. Ils ont condamné les avancées récentes des rebelles du M23 et des forces démocratiques de libération du Rwanda dans le nord et le sud Kivu. Selon l'ONU, plus de 100 000 personnes ont fui les combats dans ces régions. Pendant ce temps, sur le terrain, des hélicoptères de l'armée congolaise et de l'ONU ont tiré des roquettes et des obus hier sur des positions des mutins du M23 dans le nord Kivu. Des tirs qui ont fait des victimes, selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais dans une déclaration à la Voix de l'Amérique. Des hélicoptères de l'armée congolaise et de la mission de l'ONU, la MONUSCO, ont tiré des roquettes et des obus hier sur des positions avancées des mutins du M23, notamment à Nkokwe dans le village de Runiga et sur la colline de Bukima au nord de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Le porte-parole de la MONUSCO a confirmé ces opérations à la Voix de l'Amérique. Alors que Kinshasa accuse toujours le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, dont les membres disent seulement vouloir que le gouvernement congolais respecte ses engagements contenus dans l'accord de paix de 2009, les ministres des Affaires étrangères de la région se sont rencontrés à Addis Abeba mercredi pour une session extraordinaire du comité interministériel de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La société civile des deux Kivu a tenu à se rendre dans la capitale éthiopienne pour l'occasion afin de dire aux dirigeants et diplomates qu'il était temps de régler sérieusement cette question sécuritaire dans l'est de la RDC avant qu'elle ne s'étende aux pays voisins. Maître Omar Kavota, porte-parole de la société civile du Nord
Nord Kivu fait le bilan de la rencontre à Addis Abeba. La RDC a demandé que les États mettent sur pied un mécanisme devant aboutir à demander à l'État voisin de ne plus soutenir ces mouvements, de les déclarer comme une force déstabilisatrice de la paix dans la région et de considérer que cette situation risque d'embraser la situation sécuritaire dans la sous-région de Grand Lac. Justement, le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Raymond Tshibanda, est à Addis Abeba. La ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, est également là-bas. Alors pourriez-vous nous dire qu'a répondu le Rwanda par rapport à cette situation? Le Rwanda a soutenu qu'il n'a jamais en aucune façon entretenu ou soutenu le M23 et que les problèmes sécuritaires aujourd'hui à l'est du pays étaient problèmes congolo-congolais et il a estimé que c'est plus les FDLR, ces rebelles hutus-rwandais qui sont en RDC, qui sont la menace et qui contribuent à déstabiliser la paix et en RDC et au Rwanda. Et il a demandé plutôt aux États de considérer que la RDC devait mener des efforts pour démanteler les FDLR et donc pour dire qu'il était innocent. Ceci dit, la rencontre a justement été organisée pour que l'on s'accorde. Alors qu'a-t-il été justement décidé? Question sécurité, notamment au niveau des frontières, au niveau de forces communes. À la suite des échanges entre les ministres, il a été décidé que tous les États qui ont pris part à ce sommet considèrent que les M23 étaient groupes armés considérés comme force négative et que de ce fait, tous les États devaient se mobiliser pour fragiliser et anéantir ces groupes armés, c'est-à-dire les États ont convenu mettre sur pied une commission qui devra enquêter, qui devra suivre et qui devra être chargée aussi de veiller sur la sécurité commune des frontières pour qu'on se rassure que les États concernés, en tout cas, sont à l'abri de l'ingérence des uns et des autres et qu'on considère que la sécurité commune de ces États est assurée. À propos de sécurité aux frontières, il y a un problème de circulation d'armes dans la région, ce qui pourrait nous amener au centre de renseignement de Goma. Est-ce que ce centre est vraiment efficace et est-ce qu'il a besoin de moyens supplémentaires notamment? Tout à fait. Ces États ont fait allusion également à ces centres conjoints de renseignement qui a été situé il y a peu, mais également il a été demandé au Rwanda et à la RDC, ainsi qu'aux autres États, de veiller au respect de ces accords qui ont été signés, le pacte sur la paix, la sécurisation dans la sous-région. Le contrôle des ressources naturelles, en a-t-on parlé également? La RDC a expliqué que le fait que les pays voisins soient en train d'entretenir les groupes armés, c'est aussi dans les soucis d'exploiter des ressources minières parce que la RDC a expliqué qu'il y a des cargaisons qui avaient été interceptées par ces services et donc c'est aussi cette question qui a préoccupé les États africains et on a veillé à ce que les ressources naturelles soient respectées et que les États les gèrent et qu'il n'y ait pas d'autres qui s'ingèrent. Nous comptons vraiment sur la bonne foi du Rwanda et son engagement à pouvoir laisser que la RDC soit sécurisée pour l'émergence socio-économique de la sous-région et pour la stabilité même des États voisins. Maître Omar Kavota de la société civile du Nord Kivu était à Addis Abeba. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La parasituation dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'ONU, les rebelles du M23 menaçaient directement la ville de Goma. Les hélicoptères de la MONUSCO ont donc bien visé hier les positions des mutins. Et sous le feu des roquettes et des obus, les hommes du M23 ont été forcés de rebrousser chemin pour se réfugier dans les collines autour de Rutshuru. Cela faisait plusieurs jours que la mission onusienne avait renforcé son soutien aux forces armées congolaises, malgré les déclarations du M23 qui assuraient ne pas avoir l'intention d'attaquer Goma. Pour l'ONU, la menace pour les habitants était bien réelle. Kamanda Wakamanda Muzambe. Ils avaient occupé presque l'ensemble de Rutshuru. Rugari était entre leurs mains. Les rebelles avaient de ce fait à leur portée Kibumba, la voie qui mène vers Goma. La MONUSCO a alors décidé de freiner les ambitions du M23. Hélicoptères de combat des chars de casques bleus se sont engagés sur ce front à la rescousse des FRDC. Une véritable puissance de feu qui a mis en débandade les troupes du colonel Makenga Sultani. Les éléments du M23 se sont alors réfugiés dans les collines environnantes. C'est le premier revers sérieux subi par les mutins que l'on dit mieux équipés que les FARDC. Mardi, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Roger Miss, avait averti sur la stratégie mise en place par ces hommes pour arrêter toute progression de la nouvelle rébellion.
Difficile donc pour le M23 de progresser et se replacer ainsi sur l'ensemble des anciennes oppositions de l'ex-CNDP. Selon les observateurs avertis, seules les négociations pourraient à ce stade aider à réduire ce nouveau conflit. Ce nouveau conflit était au cœur des discussions hier à Addis Abeba entre les pays de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, une réunion à l'initiative de l'Ouganda qui est directement concernée par l'afflux de réfugiés depuis le début des combats. Les participants ont évoqué les tensions entre Kinshasa et Kigali. Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 et hier, il a été décidé qu'une force neutre internationale serait mise en place pour surveiller et protéger la frontière. Les modalités d'action de cette force restent à définir. Les responsables militaires de la région doivent se réunir prochainement. Toujours à propos de la RDC à Kinshasa, après les révélations de l'ancien policier en cavale Paul Mwilambwe, la veuve de Fidel Bazana demande à la justice de prendre en compte son témoignage. En exil dans un pays africain gardé secret devant la caméra du journaliste belge Thierry Michel, Paul Mwilambwe a affirmé qu'il était présent lors de l'assassinat de Floribert Chebeya et de son assistant, Fidel Bazana, il y a un peu plus de 2 ans. Il accuse le chef de la police de l'époque, le général John Numbi, d'avoir donné l'ordre de tuer les 2 militants des droits de l'homme. Et surtout, il donne des indications sur le lieu où se trouve le corps de Fidel Bazana, corps qui n'a jamais été retrouvé, contrairement à celui de Floribert Chebeya. Or, Marie-Josée Bazana attend depuis 2 ans de pouvoir enterrer dignement son mari. J'ai toujours demandé qu'on me restitue le corps de mon mari et pendant le procès, à la fin, on a dit il a disparu. Et moi, je tiens vraiment à ce témoignage-là, témoignage d'un des assassins, Paul Mwilambwe, et je demande à notre justice, la justice congolaise, de me restituer les corps, qu'on puisse aller sur place, vérifier et déterrer Fidel. Et vraiment, je tiens à ça parce que depuis là, moi et mes enfants, donc, on n'a pas fait le deuil, donc on n'est pas bien. Qu'on me restitue le corps, j'aimerais bien l'enterrer. C'est un vrai témoignage parce qu'on ne voulait pas faire comparaître Paul Mwilambwe. Pendant des procès, les avocats avaient vraiment insisté qu'on l'avait vu à Kinshasa, vivant, et la justice avait refusé. Soi-disant qu'il n'est pas là, on l'a pas vu, mais c'est faux. On les cache parce que s'il se présente, il va dire la vérité. Il va témoigner comme il vient de témoigner à Thierry Michel. Des propos recueillis par Sarah Tisser. Et dans son témoignage, Paul Mwilambwe est aussi revenu sur les mobiles de l'assassinat des 2 hommes. Selon lui, Floribert Chebeya avait accumulé des preuves compromettantes pour les forces de l'ordre sur les massacres de plus de 300 personnes dans le Bas-Congo. Les précisions d'Olivier Roger. Selon le policier Paul Mwilambwe, c'est parce que Floribert Chebeya avait recueilli suffisamment d'éléments prouvant l'implication du bataillon Simba, alors dirigé par le général Numbi, dans les massacres de 2007 et 2008 au Bas-Congo, qu'il aurait été assassiné. Le policier affirme par ailleurs que Floribert Chebeya était venu avec les éléments du dossier lorsqu'il a été convoqué à l'inspection générale de la police le 1er juin 2010. Son ONG, La Voix des Sans-Voix, affirme de son côté que Floribert Chebeya avait contacté par courrier électronique la veille de sa convocation un avocat congolais résidant en Belgique pour évoquer une possible plainte avec constitution de partie civile dans cette affaire. Selon l'ONG, ce courriel se serait retrouvé le même jour en possession des dirigeants de la police, dont le colonel Moukalai, principal condamné pour le meurtre de Floribert Chebeya. En 2007 et 2008, le bataillon Simba, l'armée et les forces de l'ordre ont attaqué les militants et sympathisants de la secte Budundia Congo dans la province du Bas-Congo, faisant au moins 300 victimes. Human Rights Watch, qui a longuement enquêté sur ces massacres, estime que les forces de l'ordre avaient alors fait preuve d'une violence considérable et délibérée et agissaient sous la direction du président et de ses principaux conseillers. La présence du président français au prochain sommet de la francophonie fait toujours débat. Le sommet aura lieu en octobre à Kinshasa et l'opposition congolaise ainsi que plusieurs associations demandent à François Hollande de ne pas faire le déplacement pour ne pas cautionner la politique de Joseph Kabila, notamment en matière électorale. Position que beaucoup d'autres acteurs de la francophonie ne partagent pas. Il en a été question hier à Bruxelles. Johanna Haustein. Même si la participation du président français au sommet de la francophonie semble de plus en plus acquise, le sujet reste quelque peu délicat pour les parlementaires africains. Certains ont d'ailleurs préféré ne pas s'exprimer.
Pour les autres, M. Hollande doit se rendre à Kinshasa pour confirmer l'engagement de Paris en faveur de la francophonie. C'est l'avis du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Il est bon quand même que tous les États soient là pour que nous puissions montrer notre engagement vis-à-vis de la francophonie et continuer véritablement dans un contexte de crise générale au plan économique à défendre notre outil commun. Pour le président de l'Assemblée nationale gabonaise, il faut que François Hollande privilégie le dialogue avec les autorités congolaises. Guy Nzumba Dama. Monsieur Hollande aura en face de lui le représentant d'un État souverain. Donc à lui de trouver les mécanismes qui conviennent pour parler aux autorités congolaises. Ne pas y aller serait un affront, selon Amadou Hama, le président de l'Assemblée nationale au Niger. Ne pas y aller et continuer à considérer qu'on est dans une sorte de France-Afrique ne me paraît pas être conforme à l'esprit de la nouvelle politique française qu'on nous a fait comprendre. À Bruxelles, Johanna Hochstein, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, où des hélicoptères de l'armée congolaise et de l'ONU ont bombardé hier des positions des rebelles du M23. Des hélicoptères de l'armée congolaise et de l'ONU ont pilonné donc les positions de mutins dans la zone de Kankoué et Bukima dans la province du Nord Kivu. Les mutins sont tapis dans cette zone à la frontière ouest du parc national à l'est de l'Ouganda et du Rwanda. Par ailleurs, le gouvernement congolais se félicite de la condamnation du chef de guerre Thomas Lubanga par la Cour pénale internationale. La peine de 14 ans qui lui a été infligée pourra dissuader d'autres belligérants qui commettent des exactions dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'estime le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. C'est un signal fort que la Cour pénale internationale envoie en soutien à la lutte contre l'impunité. Nous aurions souhaité bien sûr qu'il soit jugé pour l'ensemble des crimes qui ont été commis sous son commandement. On l'a jugé uniquement pour le recrutement d'enfants soldats. Qu'à cela ne tienne, nous n'allons pas juger les juges. Nous nous félicitons du fait qu'il ne s'en est pas sorti gratuitement d'avoir tant fait souffrir les populations de l'Ituri. Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement en République démocratique du Congo, pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, c'est un signal en faveur de la lutte contre l'impunité. Roger Miss, tous ses propos au micro de nos confrères de la radio Okapi. Il y a beaucoup d'informations d'un soutien venant et une implication du Rwanda. C'est évident que c'est une situation inacceptable et il faut arrêter immédiatement. Nous voyons des indices des autres choses. Je peux citer par exemple des tenues qui sont un petit peu différentes de la tenue de la FARDC, c'est-à-dire en couleur qui n'est pas exactement la même, des bottes ou autre chose. Donc l'équipement qui ne caractérise pas l'équipement normalement porté par les forces de la FARDC. Nous avons eu des contacts de nous-mêmes avec quelques-uns des soldats qui parlent apparemment couramment l'anglais en préférence de français. Nous prenons note aussi d'une différence significative des tactiques relativement sophistiquées, y compris par exemple des attaques par nuit et autres actions militaires qui ne sont pas normalement caractéristiques des actions de la FARDC. Roger Miss, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Du Congo, le mouvement du 23 mars menace de reprendre son offensive. Hier, les positions du M23 ont été bombardées par des tirs d'hélicoptères de l'armée congolaise et de l'ONU près du parc des Virunga. Ce soir, les rebelles accusent les FARDC d'avoir repris position, notamment à Rutshuru, et leur demandent de quitter ces territoires sous peine de reprise des combats. Écoutez le porte-parole du M23, le lieutenant-colonel Vianney Kazarama. Nous avons libéré la ville de Rutshuru, la ville de Kiwanja et la grande cité de Robaré et les camps militaires de Romango sur notre propre volonté. Et nous l'avons mis dans la main de la MONUSCO qui est en charge de la protection des civils, dans la main de la police. Alors maintenant, si les FARDC tentent à récupérer ces opérations ou cette cité, nous allons réagir. C'est-à-dire nous allons poursuivre les FARDC partout. Les FARDC étaient déjà à 80 km de la ville de Goma. Rutshuru, Goma, c'est 80 km. Rutshuru et Rwindi, c'est au moins 60 km. Maintenant,
Aujourd'hui, le gouvernement de la RDC, en connivence avec la MONUSCO, est en train de tenter de récupérer les quartiers généraux de l'FRDC à Nyongera, que les FARC, s'il faut les FARDC, mettre ces installations à Rutshuru, à Roubaré, à Rumangabo, nous allons les poursuivre parce que nous connaissons très bien la capacité des FARC aujourd'hui. Le lieutenant-colonel Vianney Kazarama du M23 a joint dans le Nord Kivu. Nous vous en parlions ce matin à la suite de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui s'est tenue hier à Addis Abeba en Éthiopie. Il a été décidé de déployer une force internationale neutre pour sécuriser les frontières à l'est de la République démocratique du Congo. Que faut-il penser de cette force? J'ai posé la question à Thierry Vircoulon d'International Crisis Group. Cette annonce n'est pas la fin du processus et certainement pas la fin des négociations. D'une part, c'est une force qui doit bénéficier de contributions volontaires de la part des États de la CIRGL. Donc ça, c'est la première limitation. On ne sait pas au stade actuel quels sont les États qui sont prêts à envoyer des troupes dans les Kivu. Et d'autre part, c'est une réunion qui s'est tenue au niveau des ministres des Affaires étrangères, si je ne me trompe, qui doit encore donner lieu à une rencontre entre chefs d'État rwandais et congolais, d'après ce que je comprends. Donc ce n'est que la première étape de la discussion. Pourquoi, selon vous, cet accord intervient alors que le discours est de plus en plus belliqueux entre les deux capitales ? Je crois que le but de cette réunion, c'était de trouver rapidement une solution à la crise dans les Kivu. La question qui se pose actuellement, c'est de savoir si les dispositions sur lesquelles sont tombés d'accord les ministres des Affaires étrangères mercredi à Addis Abeba vont pouvoir être réellement appliquées. Premièrement, être détaillées, et deuxièmement, ils doivent être réellement appliqués. Je crois que sur le terrain, dans les Kivu, il y a quand même un certain scepticisme à l'égard des déploiements d'une force neutre qui proviendrait de la région. Je crois que le mécanisme de vérification aussi a été étendu à l'ensemble des pays de la CIRGL, ce qui n'est pas une opération simple à faire. Donc cette discussion à Addis Abeba, je pense, est vraiment la première étape. Thierry Vircoulon d'International Crisis Group joint à Johannesburg. Par ailleurs, au chapitre judiciaire, la Cour pénale internationale a annoncé ce vendredi avoir délivré un deuxième mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre contre le général Bosco Ntaganda. La CPI a aussi délivré un mandat d'arrêt contre le chef des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, en l'occurrence Sylvestre Mudakumura, pour des crimes de guerre commis dans les deux Kivu. Voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Wangwakala, citoyen journaliste pour le compte de la Voix de l'Amérique à Boma, dans le Bas-Congo. L'actualité maintenant à Boma, c'est la situation catastrophique qui se passe ici à l'hôpital diocésain de Boma. C'est chaque mois où on constate qu'il y a toujours l'augmentation des séropositifs d'âgés de entre 15 à 25 ans. Vraiment, les jeunes tombent beaucoup plus dans cette maladie, ce qui est très mal ici à Boma. Donc, le sida est presque partout. Les gens maintenant cherchent à se préserver, continuent à conseiller les jeunes pour quitter dans l'immoralité. Certaines personnes ont peur parce que vous verrez une personne en bonne santé alors qu'il est atteinte. Et maintenant, les gens ne savent plus se contacter. Mais ce qui est là, qu'il y a dans les hôpitaux, il y a une campagne qui se fait. On est en train de conseiller les jeunes pour cesser à vivre une vie sale. Chers journalistes citoyens en Bujumaï et au Kasaï oriental. Les nouveaux billets de banque qu'on a lancés sur le marché, et depuis cela, les gens se recherchent pour juste voir ne fût-ce qu'un billet en circulation dans le marché, dans les boutiques, dans les magasins. Il n'y en a pas vraiment en circulation et les gens se posent la question après toute cette turbulence où les cambis se sont mis à jouer sur les taux de la monnaie américaine contre le franc congolais. Et cette monnaie qui est partie de 920 pour $1 à au moins 980 pour le même billet. Mais à ce jour, les nouveaux billets sont introuvables sur le marché. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Du Congo, la MONUSCO, la mission de l'ONU déployée là-bas, et les FRDC, les forces de l'armée régulière, ont mené hier une opération aérienne contre les mutins du M23. Un raid aérien à l'aide d'hélicoptères qui a eu lieu dans le parc des Virunga. Le M23 affirme, Olivier Roger, que les cibles visées étaient loin de leur position. 3 hélicoptères de la MONUSCO et 2 des FRDC ont mené hier un raid meurtrier dans la zone du parc des Virunga, adossé au Rwanda. Plusieurs roquettes sont tombées sur un ancien camp
FARDC abandonné près de Bukima. 2 civils ont été tués et un autre blessé a été transporté à l'hôpital de Rutshuru. Pour le porte-parole de la MONUSCO à Goma, Alex Essomé, la MONUSCO applique son mandat de protection des populations civiles. Nous avons bombardé les positions militaires du M23 à Rutshuru. Quand il y a une menace sur les positions des FARDC, sur les positions civiles, sur des villes de la province, la MONUSCO peut à tout moment prendre action. Le porte-parole des M23, Vianney Kazarama, affirme pour sa part que les hélicoptères n'ont pas ciblé les positions des mutins. Nous sommes à 15 km de là où la MONUSCO a bombardé. La MONUSCO a bombardé à l'endroit civil. Nous sommes vraiment étonnés quand la MONUSCO a bombardé dans les sites touristiques. Ils ont ciblé même les gorilles qui sont d'Abugina. Mais l'avertissement est clair, la MONUSCO empêchera les mutins d'aller vers la ville de Goma. Ceux-ci disent d'ailleurs ne pas avoir l'intention de descendre vers la capitale provinciale, mais en revanche, ils promettent de retourner à Rutshuru si les FARDC qui ont réinvesti la ville après le départ des mutins ne la quittent pas à nouveau. Nous restons une minute encore en République démocratique du Congo avec la suite de l'affaire Tchebeya après le témoignage de Paul Mouilambwe, un des policiers condamnés par contumace pour le meurtre du défenseur des droits de l'homme Floribert Tchebeya et la disparition de son collaborateur Fidel Bazana il y a 2 ans à Kinshasa. Eh bien, ce policier en fuite se cache aujourd'hui en Afrique. Son témoignage est très clair. Selon lui, Floribert Tchebeya a été assassiné sur ordre du chef de la police congolaise, à savoir le général Numbi. Il précise aussi, et c'est l'info du jour, que Fidel Bazana a également été assassiné et il dit savoir où se trouve son corps. Un témoignage très important aux yeux de Marie-Josée Bazana, la veuve de Fidel. J'ai toujours demandé qu'on me restitue le corps de mon mari et pendant le procès, à la fin, on a dit il a disparu. Et moi, je tiens vraiment à ce témoignage-là, témoignage d'un des assassins, Paul Mouilambwe, et je demande à notre justice, la justice congolaise, de me restituer les corps, qu'on puisse aller sur place, vérifier et déterrer Fidel. Et vraiment, je tiens à ça parce que depuis là, moi et mes enfants, donc, on n'a pas fait le deuil, donc on n'est pas bien. Qu'on me restitue le corps, j'aimerais bien l'enterrer. C'est un vrai témoignage parce qu'on ne voulait pas faire comparaître Paul Mouilambwe. Pendant les procès, les avocats avaient vraiment insisté qu'on l'avait vu à Kinshasa, vivant, et la justice avait refusé. Soi-disant qu'il n'est pas là, on ne l'a pas vu, mais c'est faux. On les cache parce que s'il se présente, il va dire la vérité. Il va témoigner comme il vient de témoigner à Thierry Michel. La veuve de Fidel Bazana que Sarah Tisser a eu au téléphone. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24. Focus ce soir sur un territoire malmené par près de 20 années de conflits ininterrompus, le Nord Kivu. Cette province de la République démocratique du Congo a ballotté au gré des mouvements de troupes et de populations issus de l'effondrement de l'ex-Zaïre ou du génocide au Rwanda voisin. Depuis ce week-end, les habitants vivent dans la crainte des combattants de l'ancienne rébellion Tutsi congolaise, les rebelles du M23 comme on les appelle. Notre correspondant s'est rendu sur place. Dimanche après-midi à Rutshuru, les rebelles du M23 viennent d'entrer dans la ville. Mouvement de panique dans la population, des habitants fuient la ville, d'autres tentent de se mettre à l'abri dans les camps de déplacés. Les FARDC tous sont partis, c'est pourquoi vous voyez la population se réfugier auprès de la MONUSCO. Des habitants en exil sur les routes de campagne, une scène devenue familière dans cette région de RDC. Les civils restent les premières victimes du conflit. Certains ont été obligés de fuir plusieurs fois au cours des dernières semaines. Beaucoup ont peur des rebelles. Les rebelles recrutent des gens par la force. Ils ont commencé par prendre les garçons de notre village. Ils leur ont donné des uniformes et des fusils. Alors pour éviter ça, les jeunes hommes se cachent. Les combattants du M23 sont pour l'essentiel des mutins de l'armée régulière. Des ex-rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, réintégrés dans l'armée congolaise après un accord de paix avec Kinshasa en 2009. Mais pour les membres du M23, cet accord n'est pas respecté. Ils ont donc fait défection en avril. Selon un rapport d'experts de l'ONU, le mouvement serait soutenu par de hauts responsables rwandais, mais le chef des rebelles s'en défend. Tu sais que le Rwanda est en collaboration avec le Congo. Tu sais que le Rwanda appuie le Congo. Moi, je suis contre le gouvernement du Congo. Alors comment je peux me retrouver là-bas? C'est impossible.
Les rebelles l'assurent, ils utilisent des armes récupérées dans les stocks de l'armée nationale. Et pour nous le prouver, ils nous emmènent jusqu'à Bunagana, une ville qu'ils ont fait tomber vendredi. Ici, 600 soldats de l'armée congolaise ont fui pour l'Ouganda. Ils ont laissé derrière eux quantité d'armements lourds et de munitions. C'est des bombes. Ici, vous pouvez même voir ici, charge l'eau 83 mm. Ça. Les troupes en fuite ont même abandonné leur sac à dos. Les mutins s'en amusent. Oh, voilà les cordelettes pour les commandos. Chez les insurgés, l'heure est à la bonne humeur. En position de force, ils exigent des négociations avec le gouvernement congolais. Et alors qu'ici, l'armée nationale semble bien mal en point, l'influence des rebelles dans cette région riche en minéraux pourrait bien s'étendre. Et des rebelles qui se sont retirés depuis de la ville de Rutshuru. Ils occupent toujours ce soir le poste frontière de Bunagana, à la limite de l'Ouganda. Avec nous en ligne pour en parler, Pierre Jacquemot, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Je précise que vous êtes aussi ancien ambassadeur de France en RDC. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors pour bien comprendre ce qui se joue actuellement au Nord Kivu, sans doute faut-il revenir aux origines de cette rébellion. Le M23 est une formation créée en hommage au 23 mars 2009, date du ralliement des rebelles Tutsis aux forces armées congolaises dans le cadre d'un accord de paix avec Kinshasa. Cet accord a-t-il été respecté depuis par les autorités congolaises ? Écoutez, avant de répondre, je crois qu'il faut revenir, comme vous l'avez dit, à plus loin, à une vingtaine d'années, juste après le génocide, lorsque les troupes rwandaises et le père Kabila sont entrés dans le territoire. Et c'est depuis cette époque qu'on est dans une situation totalement inextricable. On y trouve des anciens génocidaires, d'origine plutôt Hutu, qui forment un groupe qui s'appelle le FDLR et qui continue à mener à conduire un certain nombre de combats sur les deux Kivu. On y trouve des anciens rebelles Tutsis, parmi lesquels des membres du M23, qui avaient intégré l'armée en 2009 et qui ont décidé de se mutiner pour toute une série de raisons. Mais on y trouve également des milices d'autodéfense, des Maï-Maï, qui sont devenus totalement incontrôlables. Donc on a une situation tout à fait inexplicable. Oui. D'ailleurs, cette recrudescence des violences, il est aussi question du sort du chef des rebelles, le général Bosco Ntaganda, le chef de l'ex-Congrès national pour la défense du peuple, contre qui, il faut le rappeler, un mandat d'arrêt a été émis par le tribunal pénal international. C'est aussi ça qui est en jeu. Tout à fait. Je pense que c'est un élément important pour comprendre la situation aujourd'hui. Bosco Ntaganda avait rejoint l'armée nationale après que son chef, Laurent Nkunda, avait été capturé par les Rwandais et neutralisé. Et il avait décidé, Bosco Ntaganda avait décidé de rejoindre l'armée nationale avec ses hommes, près de 3000 hommes, très bien formés. Et il avait joué plus ou moins le jeu, mais il était sous le coup de cette interpellation et de cette menace d'être envoyé à La Haye auprès du tribunal pénal international pour des atrocités qu'il a commises il y a très longtemps, il y a 2006, et notamment l'enrôlement d'enfants soldats. Et puis après les élections au Congo, il a été décidé de l'attraper. Et c'est là où les ennuis ont de nouveau commencé, sont réapparus, puisqu'il a décidé de déserter, de quitter l'armée et de se replier avec 300 hommes dans son fief du Nord Kivu. Et il est devenu de nouveau extrêmement dangereux. Il est à l'origine donc d'une partie de la mutinerie. Vous voulez dire que la justice internationale a été contre-productive dans cette affaire ? Écoutez, je n'irai pas jusque-là, mais il est sûr que ça pose un problème que de pouvoir capturer un individu aussi dangereux que Bosco Ntaganda. Je rappelle on l'appelle encore Terminator, ce qui veut bien dire quelle violence il incarne. Sans avoir toutes les cartes en main, c'est-à-dire sans être capable de pouvoir le neutraliser rapidement, de neutraliser ses troupes, de placer quelqu'un d'autre à sa place et qui soit tout à fait digne de confiance, et de l'envoyer, de l'exfiltrer le plus rapidement possible à l'étranger. Ça pose quand même la question de l'attitude du Rwanda, soupçonné aussi d'aider ces rebelles. Alors effectivement, on est dans une situation un peu délicate, puisqu'un rapport des Nations Unies dénonce l'intervention de personnalités rwandaises en faveur des mutins.
Le Congo est un petit peu plus, la République démocratique du Congo est un petit peu plus nuancée puisque le président Kabila vient de dénoncer des inciviques manipulés par des forces obscures étrangères, sans citer nommément le Rwanda. Donc là, il y a un jeu un petit peu compliqué, mais il semble établi que certaines personnalités, du fait d'un certain nombre de solidarités ethniques en faveur des Tutsis, aient joué un rôle dans la mutinerie actuelle. Et la communauté internationale dans tout ça, les mutins du M23 avaient annoncé qu'ils se retiraient de Rutshuru pour permettre à la mission de l'ONU sur place, la MONUSCO, d'assurer la sécurité des populations. Or, d'après l'AFP, aucun soldat de la MONUSCO n'était visible sur place. Écoutez, la MONUSCO est une force d'intervention qui est installée depuis plus de 10 ans, dont le mandat vient d'être renouvelé. C'est 20 000 hommes, 20 000 casques bleus, d'origines diverses, des Pakistanais, des Indiens, des Guatémaltèques, des Uruguayens, etc. C'est une force qui est chargée de protéger les populations. Elle remplit plus ou moins bien sa mission. C'est un dispositif relativement lourd dont l'intervention prend toujours un certain temps. Néanmoins, elle fait du mieux qu'elle peut, même si dans certaines localités, elle est relativement discréditée aux yeux de la population. Oui. Très rapidement, en quelques mots, finalement, l'armée congolaise aujourd'hui est-elle en capacité de faire régner l'ordre dans cette province et de ramener le calme? Écoutez, pour l'instant, on ne l'a pas démontré, malheureusement. On peut espérer que les choses, que depuis Kinshasa, le gouvernement va reprendre les choses en main, mais pour l'instant, elle démontre qu'elle est encore mal commandée, mal équipée, irrégulièrement payée, et que sa capacité d'intervention n'est pas décisive sur ce terrain du Nord Kivu, mais également il faut savoir que la situation est fragile dans le Sud Kivu, dans le Nord Katanga, dans l'Ituri. Il y a plusieurs postes, plusieurs régions difficiles pour l'armée nationale. Il est sûr que pour l'instant, il est absolument nécessaire de reprendre les choses en main. Sinon, on risque un nouveau génocide? Non, je ne pense pas. On peut pas parler de génocide. Le génocide, c'est quelque chose de planifié à l'encontre d'une population, d'une communauté ethnique. On n'est pas du tout dans ce scénario. On risque de nouveau un chaos. Mais je dirais que la situation est chaotique depuis 18 ans. Malheureusement, au détriment des populations. Là, on signale des déplacements massifs de population. Oui. Il faut espérer que la négociation permettra de neutraliser ces différents groupes et de ramener un ordre avec le soutien des Nations Unies. Merci beaucoup Pierre-Jacques Maud d'avoir été avec nous dans ce focus. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.